L'océan, immense, infini. En Polynésie, une ressource indispensable à comprendre, à découvrir et à protéger. Que nous enseigne la nature? Comment les systèmes naturels nous inspirent-ils pour créer de nouveaux produits, de nouveaux designs ou de nouveaux modèles d'organisation plus écologiques? Le biomimétisme est l'approche qui recherche dans le génie de la nature des solutions innovantes et durables aux défis que l'humanité rencontre. Il s'inspire des formes, des matières et des stratégies du vivant éprouvées depuis 3,8 milliards d'années. Et si on imaginait un monde bio-inspiré? Le profil du train japonais, Shinkansen, imite déjà le bec du martin-pêcheur pour plus d'aérodynamisme. La nature sélectionne toujours les solutions les plus efficaces, les plus économes en énergie, et elle ne crée aucun déchet. Ainsi, chaque espèce vivante a traversé les siècles en trouvant des stratégies d'adaptation, en développant des capacités pour se déplacer, se nourrir, se protéger ou se reproduire. Face à l'urgence écologique, des chercheurs, des ingénieurs ou de simples citoyens explorent ces solutions pour construire notre futur. À quoi ressembleront les villes de demain? Nos déplacements? Notre médecine? Imaginez des bâtiments qui respirent comme des arbres et dont le squelette, inspiré du corail, absorbe le CO2 au lieu d'en produire. Des surfaces médicales stériles, sans aucun traitement chimique, inspirées de la peau des requins. Tout cela est bien réel. À Tahiti, l'Institut polynésien de biomimétisme envisage cette approche comme un outil de valorisation des ressources naturelles locales. Son fondateur, François Briand, est ingénieur. Avec Fred Tibur, gérant d'un centre de plongée, il a développé un programme de plongée découverte du biomimétisme pour initier ceux qui le souhaitent à cette autre façon de regarder le monde qui nous entoure. En plongeant, en observant les coraux, les récifs coralliens, moi j'avais plein d'idées d'innovation qui me venaient. Je voulais comprendre pourquoi et j'ai essayé de comprendre, de creuser. Puis j'ai découvert que ça s'appelait le biomimétisme et qu'il y avait des gens partout dans le monde qui avaient développé des approches, des méthodes, des techniques pour designer, inventer des choses qui soient bien sûr respectueuses de l'environnement. Donc biomimétisme, c'est vraiment cette idée qu'on peut recopier, entre guillemets, de façon noble la nature, aussi bien au niveau des formes, au niveau des matériaux, au niveau des procédés, qu'au niveau d'un système. Un écosystème peut être inspirant pour créer un nouveau quartier, une nouvelle ville, un nouvel immeuble, enfin l'ensemble des composants qui font que l'homme habite dans un environnement. Eh bien, en s'inspirant de la nature, on a des chances qu'il soit un petit peu plus agréable et plus sympa à vivre. Si on concevait la nature, non pas comme un monde biologique, mais comme un ensemble de fonctions qu'on voudrait imiter ou transposer. Mouvement, adhérence, superglisse, imperméabilité, coopération. Telle est la clé d'observation proposée par l'approche biomimétique. La nature ne crée rien sans que quelque chose ait une fonction. Donc c'est ça, l'optimisation optimale, si je puis dire, c'est-à-dire que rien n'est créé par hasard et ça remplit une fonction, que ce soit de la défense, de l'attaque, de la recherche d'un partenaire, par exemple. C'est juste fabuleux, cette capacité d'adaptation. Les plongées d'initiation au biomimétisme
Leur vocation, c'est dans un premier temps de parcourir ce chemin arrière du regard d'enfant, de le rééduquer. Et on va donner quelques clés d'observation et quelques explications pour pouvoir avoir cette fraîcheur du regard. Et de pouvoir ensuite décoder tout ça et voir comment tout ça pourrait être applicable, déjà même appliqué peut-être dans notre société moderne. On démystifie un petit peu le biomimétisme. C'est aujourd'hui considéré comme un monde de chercheurs par beaucoup. Pour nous, c'est d'abord un monde d'observateurs et un monde aussi de régénérateurs, des gens qui ont envie d'aider à la nature. Et ensuite, c'est des méthodes qu'on peut mettre dans les mains d'un architecte, d'un ingénieur, sans forcément passer des années de recherche. Simplement, dans sa façon de réfléchir, on peut déjà changer beaucoup de choses. Larguez! La bio-inspiration, un phénomène nouveau? Parfois, il suffit d'être curieux, de prendre le temps et de plonger dans l'intelligence de la nature. La mission de nos plongeurs, interagir avec le milieu marin et observer. De simples observations comme celle-ci ont permis la mise au point d'innovations majeures. Le corail est le produit d'une symbiose entre une algue, capable de réaliser la photosynthèse, et un micro-organisme animal dont le squelette calcaire abrite l'algue. Pour croître, le corail consomme de grandes quantités de gaz carbonique. Aujourd'hui, pour produire 1 tonne de ciment, on émet 1 tonne de CO2. En s'inspirant du corail, des chercheurs ont mis au point un ciment écologique dont le CO2 est la matière première. La structure du derme des requins a inspiré des matériaux super-glisse, anti-salissure, pour créer des revêtements de coques de navires sans traitement chimique, des combinaisons de nage plus performantes ou encore des patchs médicaux antibactériens. Les aspérités et la forme particulière des nageoires pectorales de la baleine à bosse sont imitées pour la conception d'éoliennes et de carlingues d'avion plus économes en énergie. Génial. Ah, super, il y avait plein de poissons. Ouais. Et avec Trop bien. des Des choses nageoires, intéressantes les qu'on requins, verra tout, sur ouais. certaines lignes et Ah, certaines formes. C'était fascinant, j'ai adoré cette démarche. C'est vrai que le fait d'avoir à les observer avec plus d'attention, bah, du coup, tu vois plus de choses. Et c'est extraordinaire. Les citrons, les requins citrons m'ont beaucoup impressionné par le fait qu'ils soient sûrs d'eux, qu'ils ne font même pas attention à nous, ils vivent leur vie. Moi, ça a été plus sur les coraux. Tu vois que les acroporas sont un peu plus bas. On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la chaleur ou à la lumière. Ceux qui sont en hauteur, au-dessus des patates ou des blocs de coraux sont souvent blanchis. Et puis on a l'impression que les formations de coraux se font par plus ou moins petits blocs et ensuite des grosses formations, des gros récifs coralliens. Et ça fait un peu comme des villes. Les coraux aussi, leur capacité à se régénérer, parce qu'il y a des endroits où j'ai vu que les coraux étaient cassés.
Donc je suis allée regarder un petit peu avec la lumière. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a qui se régénèrent tout seuls, en fait, posés à côté, qui arrivent à retrouver un petit peu leur habitat, finalement à se régénérer tout seuls. J'ai observé en fait un banc de poissons qui était multi-espèces, qui était dans le courant, qui était statique. Et il y avait des nageurs pour maintenir la position, et il y avait des feignants qui faisaient rien, qui étaient juste cachés derrière les sillons. Et j'ai trouvé que ça ressemblait à un nouveau modèle de coopération, de transport. Ils ont même fait un peu de marche arrière à un moment. Je me suis dit, waouh, c'est sympa finalement quand on est ensemble. Il y a un partage d'énergie. Et puis on peut faire du surplace, on peut avancer, on peut reculer. Ceux qui faisaient rien n'étaient pas rejetés. Ils faisaient rien. C'était intéressant. Ouais, c'est ça. En termes d'organisation, en termes de transposition vers une organisation, j'ai trouvé que c'était très respectueux de la personnalité de chacun finalement. C'est peut-être dû à un truc qui s'appelle la dilution de la prédation, qui fait que plus ils sont nombreux, et mieux c'est par rapport aux chances d'éviter de se faire manger. Même si c'est un individu d'une autre espèce, bah, c'est pas grave, potentiellement c'est lui qui se fait croquer autant que... C'était le transport en commun, quoi. Voilà, ils n'étaient pas en chasse, ils n'étaient pas... servent à quelque chose. Exactement. Voilà. On a une meilleure appréciation de ce que peut être un écosystème, tout simplement. Je pense que c'est inspirant pour nous. Je pense qu'il faut qu'on observe et qu'on en tire un petit peu des conséquences dans notre vie quotidienne. La nature, on l'use, on l'utilise, on en abuse. Et je pense qu'il faut qu'on opère un changement, chacun en nous, parce que chaque petite goutte d'eau compte. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut changer les choses et qu'on peut améliorer les choses, en tout cas pour nous, personnellement, dans notre commune et dans notre île, sur notre Fénois. C'est évident. On a un rapport à la mer qui est particulier ici et c'est fort, c'est prédominant chez nous les Polynésiens. Et je pense qu'il faut qu'on le conserve. On n'est pas coupé de la nature, je pense qu'on en est proche de la nature, mais peut-être que des fois on s'y prend mal, peut-être que des fois on y a moins accès selon les milieux sociaux évidemment. Et à nous de remettre ça un petit peu au goût du jour et de le démocratiser peut-être encore plus. Coopération, solidarité, partage, oui. Échange, oui. Transmission, oui. Plein de choses. Moi j'ai baigné là-dedans, j'ai grandi là-dedans, mais je pense qu'il ne faut pas que ça s'arrête, il faut le continuer. Allez, encore une. Allez. 1, 2 et 3. Les récifs coralliens comptent parmi les plus vastes écosystèmes de notre planète. Ils génèrent une économie touristique et alimentaire et assurent une fonction de protection contre la houle qui vient se heurter aux récifs barrières localisés autour des îles. Cet écosystème est aujourd'hui menacé par le changement climatique et les activités humaines qui génèrent des pollutions. L'Institut polynésien de biomimétisme dirige ses recherches sur la préservation des récifs coralliens, dont la restauration se fait aujourd'hui de façon artisanale, notamment par les bénévoles de l'association Tamarii Pointe des Pêcheurs. Allez, on vérifie qu'on a bien tous les outils. Le ciment, c'est bon. Le sel, c'est bon. Ok, les pinces, au cas où. C'est un lagon qui est pas mal anthropisé. On a beaucoup d'algues, beaucoup de coraux morts. Donc nous, aujourd'hui, le challenge, ça va être de faire des boutures pour en fait redonner vie à des fragments de corail qui sont cassés sur le fond du lagon. Puis on va bien s'en occuper afin de les faire pousser correctement. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à produire autant et à consommer autant qu'on le fait sans prendre en compte les impacts sur l'environnement et sur la société. Je viens ici en tant que bénévole pour aider à nettoyer l'étable par exemple. C'est agir avec nos propres moyens et à notre propre échelle. Et je pense que c'est en contribuant comme ça, petit à petit, chacun avec nos moyens, qu'on pourra faire quelque chose de grand.
La mer, c'est notre histoire quelque part, c'est dans le sang. C'est un héritage ancestral hein, que chaque Polynésien a ou chaque enfant du Pacifique. Hein. Il faut se reconnecter, il faut revenir aux sources parce que nos ancêtres, pour eux, c'était un art de vivre. Et donc eux, ils avaient ce respect-là vis-à-vis de la mer. C'est comme si c'est des êtres vivants qui se parlent et puis qui se comprennent. Et le lien entre l'homme et la mer devient un lien sacré. On estime que 500 millions de personnes sur la planète dépendent des récifs coralliens. Le bouturage, un travail de fourmi. Comment l'optimiser tout en respectant des principes plus écologiques? C'est la question que se sont posés les membres de l'Institut associé au CRIOP de Moorea pour leur projet biomimétique pilote. Je fais de la recherche fondamentale, on est ici dans un centre de recherche. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le corail, la réponse des coraux aux différentes modifications environnementales. Et ces dernières années, comme il y a un fort déclin des coraux et des récifs coralliens, je m'intéresse à la recherche de solutions pour savoir qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour sauver les coraux et les écosystèmes associés. Laetitia Edouin et son équipe ont testé plusieurs techniques pour restaurer les récifs coralliens. Au départ, on travaillait sur des tables coralliennes fixées au sol et puis après on a fait la rencontre de Ken Neddymeyer qui lui travaille sur ces formations d'arbres coralliens en Floride. Donc du coup on a décidé d'implanter cette première pépinière corallienne à Moorea. Mais moi ça me perturbait de mettre du plastique dans l'environnement et au final en quelque sorte d'essayer de faire une bonne action en faisant pousser des coraux, connaissant le problème de la pollution plastique sur la planète. La chercheuse rencontre alors les membres de l'Institut et découvre l'approche biomimétique. On s'est dit, il faut qu'on fasse un projet, si possible de bout en bout. Et donc Laetitia, notre vice-présidente de recherche, a eu cette idée d'appliquer finalement cette méthodologie au design de nouvelles nurseries pour la restauration corallienne. Et du coup, ensemble, on a réfléchi à comment redesigner la pépinière corallienne pour qu'elle soit plus propre. Quand on a les gros épisodes de blanchissement corallien, on a 50% de pertes sur le platier récifal, mais on a la même perte à la pépinière. Parce qu'en fait, le blanchissement corallien, c'est vraiment dû à une augmentation de température avec une forte intensité lumineuse. Moi, je voulais essayer d'avoir une pépinière qui répondait à une de mes problématiques, qui était est-ce qu'on ne peut pas limiter le blanchissement corallien ? Donc on a cherché comment la nature faisait soit pour maintenir constante sa température, soit pour limiter l'impact de la lumière. Et on en est venu à trouver différents mécanismes. Il y avait cette idée que finalement dans les forêts, tu as ces canopées à différents étages et que du coup, grâce à l'ombre qui est créée, quand tu es en dessous, tu es à plusieurs degrés plus frais. Et donc du coup est venue l'idée de créer en quelque sorte une ombre pour limiter l'intensité lumineuse qui va arriver sur les boutures coralliennes. Sur les arbres coralliens, chaque bouture est attachée par un fil. Donc du coup, quand tu veux restaurer une zone, il va falloir replanter. Après, dans la phase de restauration, tu prends chaque bouture et tu vas les recoller sur le récif. Alors souvent avec des colles époxy ou avec des bétons, des choses comme ça. Bon. Et du coup, c'est pareil. Il y avait cette phase 1 qui est longue et 2, si tu utilises des colles, c'est souvent des produits chimiques. Donc ce qui fait qu'au bout de quelques mois, on s'est retrouvé devant un panel, une petite dizaine de solutions. Mais ça n'était pas encore un design de la nouvelle nurserie. L'Institut fait alors appel à André Carrasquilla et son équipe de designers colombiens intéressés par la démarche biomimétique. Leur mission, mettre en forme un design fonctionnel. L'approche biomimétique, c'est pas juste on s'inspire d'une forme de la nature, c'est aussi dans le processus de fabrication, c'est répondre à certains critères. Est-ce qu'on arrivait à construire ces arbres avec des matériaux d'ici ? Après plusieurs mois de recherche, l'équipe de l'Institut trouve la solution dans les feuilles de pandanus, dont le tressage est un art traditionnel de l'archipel des Australes. Les finitions des plateaux tressés, qui composeront l'arbre bio-inspiré, sont réalisées à Tahiti.
Ça existe depuis longtemps, cette façon de tresser. La tresse de moulin, c'est depuis nos ancêtres. Et moi, j'ai appris avec ma mère qui est originaire des Australes, de Rurutu. Ma grand-mère maternelle est tressée aussi. C'est inné chez nous, en fait. L'idée finalement que la meilleure colle, c'est celle qu'on n'utilise pas, que le meilleur matériau, c'est celui qui est autour de nous et qui a des fonctions, des capacités très particulières. Donc cette idée d'un tressage nous a permis d'éviter d'utiliser de la colle, d'utiliser des savoir-faire ancestraux, donc faits aux Australes avec des artisans, et ils se sont tous mis à faire eux-mêmes ces tressages en ayant une espèce de fierté de voir que le pandanus pouvait quelque part venir au secours du récif. On a utilisé ce tressage, le moulin, parce que c'était important pour nous pour avoir différentes tailles et insérer le corail à l'intérieur. Et une fois que le corail l'aura bien pris, on va enlever juste le tressage pour le poser sur le récif. Comme ça, il pourra grandir naturellement et puis ça va se décomposer sans pollution, sans plastique, sans rien. C'est super alors. Nos ancêtres, ils l'ont pratiqué depuis longtemps, l'observation, en naviguant avec les étoiles, en établissant le calendrier lunaire pour la permaculture. Du coup, ça porte juste un nom différent, quoi. Mon avis, c'est que le biomimétisme culturel que nous avons ici, il a un aspect, une profondeur un peu plus spirituelle. On le ressent au fond de nous, quoi. C'est rendre hommage un peu à nos ancêtres en continuant ce qu'ils ont commencé, en respectant la nature et en vivant en harmonie, en sachant lire la nature et la comprendre pour vivre plus durablement. Voilà, les coraux qu'on va pouvoir mettre là-dessus. Ah oui, c'est super. Magnifique. Hop, tu peux me donner un paquet. Retour au Criob avec l'équipe de l'Institut. Maintenant, on va mettre le tressage. Hop. Après plusieurs mois de recherche, design et sélection des matériaux, vient enfin l'étape de l'assemblage de l'arbre bio-inspiré. Les différents types de tressage en pandanus réalisés par les artisanes sont disposés sur des plateaux en bois. Il faut mettre des pulcras sur les différents plateaux et du coup prendre des photos. Pour l'instant, on ne cherche pas la densité, hein, c'est ça? Tu veux voir d'abord si ça colonise et... Oui, non, mais une dizaine, c'est juste qu'on ait suffisamment de mesures. Il faudra qu'on regarde jusqu'à combien on peut monter pour voir les rapports de quantité par rapport à ça. Non, mais là, une dizaine, c'est rien, on monte peut-être non, mais là, on va en mettre plus qu'une dizaine par... Parfait. Super. Il n'y a plus qu'à. Le premier prototype de l'arbre bio-inspiré est installé par l'équipe de l'Institut dans la nurserie corallienne du Criob. Ce nouveau design sera-t-il plus efficace? Les boutures seront-elles capables de s'implanter sur les tressages en pandanus du nouvel arbre? Résisteront-elles mieux au blanchissement? Une fois les tressages détachés des arbres et implantés sur les zones à restaurer, les coraux parviendront-ils à recoloniser le milieu naturel? La phase de test actuellement en cours est encourageante. Après, l'idée, c'est de se dire, par exemple, d'arriver à remplacer tous les arbres que nous, on a qui sont en plastique et d'arriver à les remplacer par ces arbres bio-inspirés et surtout respectueux, en quelque sorte, de l'environnement, quoi. Il se trouve que là, dans notre application du biomimétisme pour les nurseries, le high-tech n'est pas dans le choix des matériaux, mais il est dans le choix des formes et des fonctions que ces matériaux vont remplir. Donc en fait, pour moi, il est très high-tech, dans le sens qu'on peut s'affranchir de colle, on peut créer un système d'ombrage très sophistiqué, on va pouvoir créer des variations de profondeur, ce qui n'a jamais été fait dans la restauration corallienne, et les fameux cercles vertueux. On va rendre à la nature ce qu'elle nous a inspiré, prend tout son sens en faisant ce travail de
de régénération des récifs. C'est très intéressant de développer cette approche biomimétique, notamment sur les récifs coralliens, qui sont très riches en biodiversité. On les compare souvent un peu aux forêts tropicales. Donc je pense qu'il y a plein encore de découvertes et d'inspiration et d'émerveillement à avoir d'un récif. Peut-être ça pourrait être un socle, comme l'informatique ou comme les machines à vapeur ont été des socles de révolution industrielle forte où on a créé beaucoup d'emplois, etc. Pour moi, c'est peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, mais j'ai une espèce d'intuition que ça peut être un socle d'une nouvelle phase, d'une nouvelle ère où l'économie serait finalement fondée sur la nature, basée sur la nature et créerait un nouveau milliard de jobs tellement plus beaux et plus régénérateurs, surtout pour la planète. Se nourrir, produire nos matériaux et notre énergie, se déplacer, se soigner, stocker nos connaissances sont autant de défis à résoudre, non pas demain, mais aujourd'hui. Sommes-nous vraiment capables de changer de paradigme et d'assurer la transition vers l'économie bleue qui s'impose ?